Les faits. Le 28 septembre 2009, les organisations de la société civile et les partis politiques ont convié leurs militants au stade éponyme dans le but de protester contre une éventuelle candidature du capitaine Moussa Dadis Camara aux élections présidentielles de 2010, ainsi que pour l'organisation des dites élections dans un délai raisonnable. Répondant à cette invitation, malgré l'interdiction des autorités administratives, des milliers de Guinéens s'y sont rendus pour manifester leur désapprobation à toute velléité de candidature du chef de la junte, des membres du Conseil national pour la démocratie et le développement, CNDD, et ceux du gouvernement. Regroupés au stade, les forces de défense et de sécurité, notamment la garde présidentielle, la police, la gendarmerie et des hommes habillés en civil ont fait irruption en tirant des grenades lacrymogènes et des armes à feu sur certains manifestants, pendant que d'autres se faisaient poignarder, entraînant ainsi des centaines de morts et de blessés, des scènes de viol, de violences physiques et sexuelles commises sur des femmes. Les jours suivants ont été également perpétrés des enlèvements, séquestrations, actes de torture dans certains camps des forces de défense et de sécurité de la ville de Conakry, des actes de pillage des boutiques, magasins et domiciles des citoyens et leaders politiques. Suite à ces événements, 2 commissions, l'une nationale et l'autre internationale, ont été instituées pour identifier les victimes et les présumés auteurs des crimes et délits commis ce jour au stade du 28 septembre et les jours suivants dans la ville de Conakry. Sur la base des rapports des dites commissions, M. le procureur général, près la Cour d'appel de Conakry, a requis l'ouverture d'une information judiciaire qui a abouti à l'inculpation de certains militaires. Interrogés sur les faits, les accusés ont déclaré ce qui suit. 1. Le colonel Moussa Kégboro Camara a rejeté en bloc les faits mis à sa charge. Il a soutenu que le 28 septembre 2009, il a pris le départ, comme à son habitude, de son bureau 6 à côté du camp Alpha Yaya Diallo pour se rendre à son domicile à Dixine. Mais, a-t-il précisé, sur son chemin, au niveau de Bambeto, il a remarqué des attroupements de personnes qui l'ont applaudi et qu'il avait même tenté de les dissuader de manifester ce jour-là. Il a ajouté que dans son périple, au niveau de Dixine Terrace, très précisément, aux environs de 10 heures, une foule nombreuse l'a accueilli en l'ovationnant. Là aussi, il a tenté de sensibiliser les manifestants de surseoir à leurs mots d'ordre, car cette date du 28 septembre est non seulement historique, mais aussi elle a été déclarée par les autorités publiques fériée, chômée et payée. Faute de haut-parleurs, a-t-il dit, il était pratiquement inaudible du fait des cris des manifestants. C'est en ce moment qu'il a été conseillé par un monsieur de rejoindre les leaders qui étaient en ce moment en face de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Avec eux, a-t-il renchéri, les discussions n'étaient pas tendres au début, car il les a informés que de l'autoroute Le Prince jusqu'à Dixine, tout était pratiquement cassé et qu'il était nécessaire pour la paix publique de reporter cette manifestation. Mais M. Sidia Touré a répliqué en ces termes. On est en République, on peut tout casser aujourd'hui et reconstruire demain. Il a précisé en outre que Selouda Lengalo s'est montré plus conciliant et, avec lui, ils sont parvenus à un compromis consistant à faire libérer tous les manifestants interpellés et, de leur côté, ils prenaient l'engagement de reporter la manifestation. C'est en ce moment-là, a-t-il argué, qu'il est rentré à domicile pour prendre son petit déjeuner avant de ressortir pour emprunter l'autoroute Fidel Castro et que juste au niveau de Yimbaya, qu'il a reçu un appel radio l'informant de l'irruption d'un groupe de bérets rouges au stade, à sa tête le commandant Aboubakar Diakité Ditumba, qui tirait avec des armes à feu. Aussitôt, a-t-il insisté, avoir rebrouché chemin avec tout le risque que cela comportait, surtout connaissant Toumba, le commissaire Farimba lui a interdit d'entrer au stade pour ne pas se faire tirer dessus. Mais il y a foncé et la première personne qu'il a rencontrée, c'était le président Selouda Lengalo,
avec des entailles sur la tête. Quant à Jean-Marie Doré, il était à terre et des hommes en uniforme lui administraient des coups. Dans l'enceinte du stade, il a martelé avoir pu extirper des leaders politiques tels que Selouda Lengalo, Baouri et Jean-Marie Doré pour les transporter d'abord à la clinique Ambroise Paré, où ils ont reçu des menaces des bérets rouges qui étaient toujours avec Toumba, puis a réussi à les transporter à l'hôpital du camp Samori Touré. Il a ajouté qu'à son retour au camp Alpha Yaya Diallo pour rendre compte au président Dadis, il a trouvé le général Mamadouba Toto Camara et tant d'autres de la hiérarchie militaire. Et c'est en ce moment-là qu'il a été instruit par le capitaine Moussa Dadis Camara de référer tous les leaders politiques à la clinique Pasteur aux frais de l'État. Il a fait mention que son service composé de 200 hommes, policiers et gendarmes, ne fait pas de maintien d'ordre et que s'il est intervenu au stade, c'était pour sauver des vies. Il a persisté que les hommes de son unité n'arboraient pas de béret rouge et que le seul qui le portait était son garde du corps. Il a affirmé détenir dans son service le pouvoir de sanctionner, le pouvoir de déploiement sur le terrain, mais aussi le pouvoir de retrait des hommes sur le terrain. Il a reconnu la présence de ces hommes au stade, chose qu'il a qualifiée de réglementaire, et a déclaré ne rien connaître à propos des recrues de Kaléa. Il a dit être prêt à la confrontation à toute personne qui l'incrimine dans cette affaire. 2. Le capitaine Marcel Guilavogui, lors de sa première comparution devant le tribunal, a refuté en bloc les faits mis à sa charge. Il a soutenu que les événements du 28 septembre 2009 sont survenus au moment où il était alité suite à un accident de la circulation qu'il a subi, lui causant ainsi une blessure profonde de sa langue qui a nécessité une suture. Il ajoute qu'il a bénéficié des soins à la clinique Ambroise Paré et, sur les recommandations du médecin, un temps de repos lui a été prescrit. C'est ce qui a justifié d'ailleurs son absence aux côtés du président Moussa Dadis Camara lors du voyage de l'abbé. Il soutient avoir été interpellé par les gendarmes, non pas à cause des événements du 28 septembre 2009, mais plutôt des faits de rébellion. S'il dément formellement tous ceux qui déclarent l'avoir vu sur la scène de crime, il reconnaît cependant avoir en sa possession comme dotation un fusil automatique du type Kalachnikov et un pistolet Colt 45. À l'audience du 10 juin 2023, rétractant les déclarations qu'il a tenues lors de sa première comparution à la barre du tribunal, capitaine Marcel Guilavogui a sollicité sa reprise de parole pour livrer, selon lui, sa part de vérité. Il a alors déclaré que pour des raisons de convenance personnelle, il s'était abstenu, mais que désormais, au regard de toutes les contre-vérités mises à sa charge, il se voit obligé de livrer sa part de vérité pour le tribunal, mais surtout pour la République. Ainsi, il dit avoir été la clé du pouvoir du capitaine Moussa Dadis Camara et M. Aboubakar Diakité dit Toumba en a été la porte. Sans lui, le capitaine Moussa Dadis Camara n'aurait pas accédé à la magistrature suprême du pays en décembre 2008, selon lui. Mais que celui-ci et ses acolytes ont décidé de le sacrifier alors qu'il est innocent. Il affirme que le seul responsable des événements du 28 septembre demeure le chef de l'État à l'époque, capitaine Moussa Dadis Camara, puisqu'aucun militaire ne peut prendre des armes sans en avoir reçu l'ordre. Poursuivant, il précise que c'est pendant les mutineries militaires au camp Samori Touré de Conakry que le capitaine Moussa Dadis Camara l'a repéré et approché à travers le colonel Claude Pivy pour partager avec lui son projet de prise de pouvoir. Depuis ce jour, ajoute-t-il, il est devenu l'homme à tout faire pour ce dernier jusqu'à ce que celui-ci copte le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba pour continuer en sourdine la quête du pouvoir. C'est dans ce cadre, selon lui, qu'ils ont tenu plusieurs réunions à l'abri du regard des autorités à l'époque de feu Lansana Conté dans un motel de la place. Il explique que le jour du décès de feu général Lansana Conté, il était à domicile lorsque Kareka, le premier chauffeur du capitaine Moussa Dadis Camara, l'a informé de ce décès. Il précise qu'il n'a jamais été question de renverser le président Lansana Conté, mais plutôt de s'accaparer du pouvoir dès son décès.
C'est ainsi qu'ils ont rallié le motel où Aboubakar Diakité Di Toumba a annoncé ce décès au capitaine Moussa Dadis Camara. Il ajoute que certes, Keleti Faro, son ami, était présent, mais celui qui l'a informé, c'était bel et bien Aboubakar Diakité Di Toumba. Aussitôt, déclare-t-il, Aboubakar Diakité Di Toumba et lui se sont concertés et ont demandé au capitaine Moussa Dadis Camara de rentrer à son domicile, Cise, à Lambagny, pour se préparer à les rejoindre au camp Alpha Yaya Diallo. Il précise que tous les généraux voulaient accéder au pouvoir, mais l'autre aspect de leur stratégie, qui avait consisté à faire rallier à leur cause la plupart des jeunes militaires, a permis de contrer ces velléités au profit du capitaine Moussa Dadis Camara. D'ailleurs, ajoute-t-il, la réunion au cours de laquelle la désignation du capitaine Moussa Dadis Camara a été actée comme président fut dominée par la présence très remarquée d'Aboubacar Diakité Di Toumba qui, grâce à son charisme, a fait rallier tous les grands officiers à la cause de son patron. Il informe que s'agissant du régiment, il était composé de plusieurs bataillons s'occupant à l'époque de la garde présidentielle, puisqu'elle était composée de la garde rapprochée, mais aussi de la garde éloignée, chargée d'alerter à distance d'une menace éventuelle. Il continue que les colonels Aïdorba et Sa Alphonse Touré ont été arrêtés sur ordre du capitaine Moussa Dadis Camara lui-même, et depuis lors, il n'avait pris aucun acte pour les remplacer. Il déclare que le nommé Foromo est un féticheur qu'il a découvert à travers capitaine Moussa Dadis Camara à Sonfonia, où Aboubakar Diakité Di Toumba, Mohamed Kondé Di Escobar, le commandant du salon, le capitaine Moussa Dadis Camara et lui ont pacté de ne jamais se trahir. Parallèlement à la garde rapprochée, précise-t-il, commandée par Aboubakar Diakité Di Toumba, capitaine Moussa Dadis Camara a constitué une autre garde pour effectuer ses missions personnelles. Celui-ci était composé de Joseph Makambo Loa, chargé des opérations du chef de l'État, Gono Sangaré, intendant et chargé du recrutement au camp de Kaléa, Théodore, qui se trouvait au Burkina Faso avec capitaine Moussa Dadis Camara, et Begré, alors commandant du camp Koundara. Il reconnaît avoir constaté aussi l'arrivée des recrues de Kaléa à la présidence sous la direction du nommé Joseph Makambo Loa. Il affirme qu'en clair, le général Sekouba Konaté n'a aucun lien avec les événements du 28 septembre 2009, que capitaine Moussa Dadis Camara tente de lui régler les comptes en l'accusant. Il précise que le 27 septembre 2009, le capitaine Moussa Dadis Camara était bel et bien à Conakry, puisque sur instruction du général Sekouba Konaté, Aboubakar Diakité Di Toumba et lui ont présidé la cérémonie de soutien que la communauté Toma avait organisée à l'honneur du capitaine susnommé. Dans la matinée du 28 septembre 2009, il déclare avoir vu au salon Moussa Dadis Camara, très en colère, en s'adressant à sa garde parallèle dans un ton menaçant et ferme. Mais, vu son état de convalescence, précise-t-il, qu'il a décidé de partir et il s'est, de son plein gré, rendu dans la chambre d'Aboubacar Diakité Di Toumba pour le réveiller et lui faire part de la situation dans laquelle il a trouvé capitaine Moussa Dadis Camara. À leur arrivée dans la chambre de ce dernier, ils l'ont vu donner des ordres à Makambo de se rendre au stade pour mater les leaders politiques, ajoute-t-il. Immédiatement, selon lui, Aboubakar Diakité Di Toumba a interdit à la garde officielle de sortir et a ordonné que Moussa Dadis Camara soit également interdit de sortir. Il ajoute qu'il a rejoint son domicile familial où il a décidé de sortir promener son père frappé par un accident cardiovasculaire AVC. Étant juste au carrefour Panival, dit-il, il a aperçu le cortège du président Dadis qui passait en direction de la ville quand un de ses amis du nom d'Ibrahima Sori, Ousmane Souma, dit Tyran, décédé en 2022, l'informait que c'est Makambo qui dirigeait la mission et que Toumba l'avait suivi dans sa voiture personnelle en compagnie d'un civil. Il déclare que pour le respect du pacte scellé entre eux sur le fétiche sacré chez Foromo, il a pris la résolution de partir à leur recherche en prenant l'autoroute où il a observé à distance un dispositif impressionnant sur le pont de Madina qui ressemblerait à celui du capitaine Moussa Dadis Camara. Dans l'enceinte du stade,
La première personne qu'il a reconnue, informe-t-il, c'était Aboubakar Diakité dit Toumba, qu'il voyait donner des coups de pied aux militaires qui s'attaquaient à la population civile. Personnellement, poursuit-il, il déclare avoir vu un militaire qui donnait des coups aux leaders politiques qu'il a tenté de maîtriser, mais en vain. Il précise avoir croisé le colonel Moussa Kégboro Kamara et Aboubakar Diakité dit Toumba à la clinique Ambroise Paré et il s'était verbalement attaqué au premier qu'il voulait arrêter. Et lorsque les hommes de celui-ci ont tenté de riposter, il a menacé de dégoupiller sa grenade. Il informe qu'Aboubakar Diakité dit Toumba est descendu en ce moment de sa voiture pour l'en dissuader, puis il s'est rembarqué dans son véhicule en direction de la gendarmerie avant de rejoindre le camp Alpha Yaya Diallo. Il précise que dès le départ d'Aboubakar Diakité dit Toumba, il l'a suivi. Il affirme qu'avant les événements du 28 septembre, il était simple garde au niveau de la présidence et qu'il n'y avait jamais eu de mauvais rapport entre commandant Aboubakar Diakité et lui durant toute la transition. Il insiste que la présence d'une troupe venue du camp Kaléa est bien une réalité, car quelques jours avant les événements du 28 septembre 2009, celle-ci était présente au camp Alpha Yaya Diallo et entretenue par feu Joseph Makambo Loa sur instruction du capitaine Moussa Dadis Camara. Il précise que c'est constant, que s'il disposait d'une troupe, telle que soutenue par certains, il ne serait jamais rentré au camp en l'abandonnant, car cette attitude n'est pas digne d'un chef militaire. Il précise également avoir aperçu au stade le feu Joseph Makambo Loa, qui était facilement reconnaissable à cause de sa petite hache qu'il portait régulièrement sur lui au moment où Begré faisait irruption dans le stade avec ses hommes. Selon lui, il n'a pas perdu plus de 10 minutes dans le stade où il n'a ni vu de corps, ni agressé, encore moins violé quelqu'un. Il déclare que le seul responsable de la planification et de l'exécution du plan des massacres est le capitaine Moussa Dadis Camara, pour la simple raison que c'est lui qui a recruté des jeunes soldats venus de Kaléa, les a habillés, armés, puis transportés dans des bus pour infiltrer les manifestants. Il précise que d'ailleurs, dans le feu de l'action, il a vu le colonel Moussa Kégboro Kamara et ses hommes en train de molester le président Mamadou Cellou Dalein Diallo, chose qui l'a irrité et l'a poussé à le suivre pour l'arrêter. Il dit qu'il ignore totalement l'endroit où les corps ont été enfouis, que Moussa Dadis Camara est la personne la mieux indiquée pour le dire, car c'était lui le président à cette époque-là. Les instructions aussi provenaient de lui. S'agissant des pillages, il affirme qu'ils étaient perpétrés par les hommes de Moussa Kégboro Kamara, qui disposait d'ailleurs de plusieurs véhicules au niveau de son unité, mais aussi des cellules de détention. Et pour preuve, il a lui-même dit au cours de son interrogatoire qu'il avait arrêté des bérets rouges et qu'il a gardé pendant plusieurs jours et que cela avait irrité d'autres au camp. Il déclare qu'il n'a jamais constaté ce jour-là dans le comportement de colonel Claude Pivy des actes de violence exercés sur qui que ce soit. 3. Aboubakar Diakité dit Toumba a déclaré à la barre qu'il a connu le capitaine Moussa Dadis Camara alors qu'il était médecin-chef du service de cardiologie de l'hôpital du camp Samori Touré et le capitaine travaillait à l'intendance. Il a expliqué que dès leur premier contact, le capitaine Moussa Dadis Camara lui a fait part de son intention de prendre le pouvoir à la mort du général Lansana Conté et qu'il pouvait compter sur des jeunes militaires comme lui. Pour arriver à leur fin, a-t-il affirmé, une stratégie a été élaborée consistant à anéantir toutes autres velléités pouvant les empêcher. Pour ça, il était question de neutraliser d'abord Claude Pivy afin d'empêcher qu'un analphabète ne prenne le pouvoir, puis trouver des chefs de groupe dans les principales garnisons de la capitale pour que le moment venu, l'accession au pouvoir soit facile. Si fait qu'en un moment, il pouvait se retrouver au domicile du capitaine Siza Lambagni à plus de 200 soldats. Il a martelé
que le jour du décès du général Lansana Conté, il était dans un motel à Kipé avec le capitaine Moussa Dadis Camara, Marcel Guilavogui et d'autres soldats qui ont rallié le camp Alpha Yaya Diallo par la suite afin de former un bloc autour du capitaine jusqu'à la prise du pouvoir. Il a précisé qu'il a été nommé aide de camp par le capitaine Moussa Dadis Camara et qu'au début tout allait bien jusqu'à 3 mois. Mais peu à peu, une garde parallèle s'est formée autour de lui, composée essentiellement de ses proches, qui sont Claude Pivy, Marcel Guilavogui, Gono Sangaré, Joseph Makambo Loa, Théodore Kourouma, Georges et autres. Selon lui, la situation était telle qu'il n'avait plus de contrôle sur le protocole de sortie du président qui, d'ailleurs, plus d'une fois était sorti sans qu'il ne soit informé. À titre d'exemple, il a expliqué les péripéties du voyage de Doubrika chez son intendant particulier, Gono Sangaré, chez qui il a vu des centaines de personnes qui arboraient des coris et armées de flèches, qui ont disparu avec le président Moussa Dadis Camara et ne sont revenus que le lendemain. Il a ajouté que d'autres fois, le capitaine Moussa Dadis Camara s'était rendu à Kaloum, Yimbaya et même au palais du peuple avec l'arrivée du président Abdoulaye Wade sans lui. Et il lui fallait quelque temps après qu'il se rende compte que le président est parti. Toutes ces fois, c'est le colonel Moussa Kébouro Camara qui prenait sa place. Il a dit que dans la journée du 25 septembre 2009, c'est-à-dire à la veille de leur départ sur l'Abbé, il a constaté la présence d'un contingent de jeunes au camp et lorsqu'il a cherché à en savoir plus, Joseph Makambo Loa l'a informé qu'ils étaient là sur ordre du président Moussa Dadis Camara et que, dans la même journée, Gono Sangaré et autres se sont rendus au magasin d'armement sise au camp Alpha Yaya Diallo pour se doter d'importants lots d'armes individuelles et collectives. Mais là aussi, lorsqu'il a cherché à comprendre, capitaine Moussa Dadis Camara en personne lui a fait des remontrances. Parlant des événements du 28 septembre 2009, il a soutenu que ce sont les éléments de la garde parallèle qui sont partis le réveiller à 7 h du matin. Il s'agit de Georges, Makambo, Théodore et Marcel Guilavogui pour lui proposer que la garde présidentielle soit associée à la gestion des manifestations, mais qu'il s'y est opposé. Pendant ce temps-là, il a entendu Georges dire qu'ils ont déjà envoyé des hommes dans des cars pour infiltrer les manifestants, a-t-il fait savoir. Et là encore, selon lui, il a réitéré que personne ne bougera. Il a insisté que peu de temps après, Moussa Dadis Camara l'a fait appeler par Marcel Guilavogui et s'est adressé à lui en ces termes. « Toumba, le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter. Il faut les mater. » Il a dit qu'en face de lui, il a vu un homme surexcité, très en colère, et qui était même prêt à se rendre au stade. Mais il lui en a dissuadé et a ordonné au lieutenant Mohamed Condé, dit Escobar, de ne pas le laisser sortir sous peine d'être sanctionné. Et c'est en ce moment qu'il a regagné son domicile situé à environ 150 mètres de là, quand quelqu'un l'a hélé pour lui dire que le président Moussa Dadis Camara est sorti. Il s'est précipité, a-t-il ajouté, de prendre son véhicule, accompagné de Foromo, le féticheur de Moussa Dadis Camara, et emprunter l'autoroute, mais au niveau du pont de Madina, il avait trouvé Marcel Guilavogui avec un important dispositif et il a continué jusqu'au pont du 8 novembre où il a trouvé aussi le dispositif de Georges. Faute de passage, il a emprunté la route de Cameroun. Derrière lui, Marcel Guilavogui et ses hommes le suivaient. Il a précisé qu'aux alentours de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Marcel Guilavogui et ses éléments sont arrivés en tirant, qu'il a donné l'ordre de cesser les tirs. Mais, comme ils étaient nombreux, qu'à chaque fois qu'ils dépassaient un groupe, celui-ci se mettait à tirer. Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés dans le stade où il a fallu qu'ils se battent pour sauver certains leaders comme Jean-Marie Doré, Sidia Touré, Lounseni Fall et Mouktar Diallo. Dans le feu de l'action, il a dit vouloir extraire Selouda Lengalo des mains de ses assaillants, mais en vain, pour sauver les autres leaders. Il les a embarqués à bord de son véhicule pour la clinique Ambroise Paré, où Moussa Kébouro Camara, Marcel Guilavogui et leur contingent
sont arrivés et le dernier a menacé de faire exploser la clinique avec sa grenade. Mais avec son intervention, celui-ci s'est abstenu. Sur insistance de certains leaders pour leur éviter le pire, il a dit avoir eu le réflexe de les déposer à l'état-major de la gendarmerie nationale où Marcel Guilavogui a récupéré Jean-Marie Doré pour le molester sérieusement en lui reprochant d'avoir coalisé contre le pouvoir de son parent. Il a affirmé que sur le chemin de retour, au niveau de Dixine, l'Andrea, les riverains l'ont interpellé en sous-sous, en criant en ces termes « Certains de vos hommes sont là », que c'est de cette manière qu'il a compris que les infiltrés de la manifestation ne connaissaient pas bien la ville. À la Bellevue, il a déclaré avoir vu Claude Pivy avec un contingent d'hommes armés et à travers les rétroviseurs de son véhicule, il a aperçu ce dernier échangeant avec Marcel Guilavogui avant d'emprunter la route Le Prince pour rallier le camp Alpha Yaya Diallo. 4. Le capitaine C.C. Raphaël Abba, dans son interrogatoire à la barre du tribunal en date du 7 novembre 2022, a déclaré que le 26 septembre 2009, il a bien pris part au voyage de l'abbé avec le capitaine Moussa Dadis Camara. À leur retour, a-t-il affirmé, comme sa femme était en travail, son chef hiérarchique qui était Toumba lui a donné du 28 septembre au 2 octobre 2009 un temps de repos plus 500 000 francs guinéens pour s'occuper de celle-ci. La journée du 28 septembre 2009, selon lui, il a laissé Aboubacar Diakité dit Toumba au camp vers 7 h du matin, habillé en civil, et lui a transporté à la clinique Marouane son épouse qui est restée sous perfusion de 14 h à 18 h. Il a rapporté qu'étant très fatigué du voyage, il s'est reposé toute la journée et il n'a repris le service que le 2 octobre 2009. Il a affirmé que toutes les déclarations faites par Aboubacar Diakité dit Toumba sur la présence de Marcel au stade et les contours de prise de pouvoir de Moussa Dadis Camara sont vraies et que celui-ci a dit devant lui un jour que Toumba était au stade pour sauver les leaders. Il a également confirmé que les hommes du colonel Moussa Tchegoro Camara portaient des bérets rouges. Au salon du président Moussa Dadis Camara, a-t-il insisté, il y avait 32 hommes et au salon d'Aboubacar Diakité dit Toumba, il y en avait 12. 5. Le colonel Abdoulaye Chérif Diaby, de son côté, a déclaré à la barre que le 28 septembre 2009, étant décrété férié, chômé et payé, il a mis cette journée à profit pour se rendre à Koya avec un monsieur qui devait lui vendre des parcelles. Mais, a-t-il ajouté, vers l'Ansanaya Barrage, il a reçu un appel du chef d'état-major général des forces armées, le colonel Oumar Sano, qui lui a instruit d'envoyer des ambulances au stade pour transporter des blessés. Et 300 mètres après, a-t-il précisé, c'est l'appel de la directrice générale de l'hôpital d'Onka qu'il reçoit pour l'informer du transport par la Croix-Rouge des blessés. Il a dit que compte tenu de la gravité de la situation, tout le corps médical a été mobilisé. Il s'est rendu lui-même à Nongo pour récupérer les clés de la pharmacie centrale afin de sortir les kits médicaux d'urgence pour permettre aux médecins d'apporter aux malades les soins nécessaires. Dans la foulée, a-t-il fait remarquer que des instructions lui ont été données par le président Moussa Dadis Camara pour la prise en charge de tous les blessés, de la création d'un comité de crise présidé par l'inspecteur général de la santé, Dr Diakité, mais aussi un montant d'1,422 milliard de francs guinéens a été décaissé pour faire face à l'urgence. Pour l'alimentation des blessés, a-t-il affirmé, c'est l'ONG Terre des Hommes qui a été contactée et qui s'en est occupée. En ce qui concerne la gestion des corps, il a dit avoir fait dénombrer 57 qui étaient gérés par le médecin légiste, professeur Hassan Ba, qui a conclu dans ses rapports que certains manifestants sont effectivement morts par balle, ce qui lui fait dire implicitement que les forces de défense et de sécurité ont fait usage de leurs armes à feu au stade. Il a confirmé qu'il y a eu des cas de viol au stade, en se référant bien sûr au rapport du professeur Namouri Keïta, gynécologue. Il a refuté toutes les déclarations des partis civils
qui l'accusaient pour certaines de les avoir injuriées et donné des coups de pied pour d'autres. Il a précisé qu'il est médecin militaire, spécialisé en chirurgie de guerre, donc respectueux de la déontologie médicale, qu'en aucun moment il ne peut se comporter tel qu'il a été décrit par les parties civiles.